des apports du programme CARAB, hein, donc du programme de cartographie des végétations de France, les apports par rapport à la cartographie des zones humides. Alors, la genèse de ce programme, donc cartographie des végétations et des habitats naturels de France métropolitaine, voici un de ses intitulés. Donc ce programme a été mis en œuvre face justement au constat de lacunes d'information sur la répartition des habitats naturels, même si, par exemple en métropole, donc un bilan a été fait, 27% des zones naturelles et semi-naturelles ont été cartographiées. Alors le problème, c'est que toutes ces cartographies, notamment dont une grande partie est issue justement des cartographies des sites Natura 2000, utilisent des typologies, des échelles très variables. Donc, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, donc il y a un objectif de connaissance de la biodiversité et de son évaluation. Donc, c'est dans cette grande stratégie que s'insérera ou s'insérerait le programme CARAB, et notamment pour répondre spécifiquement à l'évaluation de l'état de conservation des habitats Natura 2000. Où là, on a besoin de données surfaciques sur la répartition des habitats. Donc ce projet, lancé en 2011 par le ministère en charge de l'écologie, a pour objectifs généraux donc de proposer un système d'information sur les végétations de France, permettant notamment d'éditer une carte au 25 millième. Donc c'est l'échelle retenue. Donc développer un cadre méthodologique commun, c'est-à-dire qu'un guide méthodologique est en train de voir le jour, il va être validé vendredi au CNPN, enfin validé, on espère, il va être soumis au CNPN vendredi, et donc ça va être, et c'est en fait de ce guide méthodologique que je vais vous parler rapidement et centrer ma présentation sur comment sont traitées les zones humides dans le cadre de cette cartographie. Donc un guide méthodologique pour des spécifications homogènes sur toute la France, c'était le grand enjeu, et qui s'inscrit dans un cadre de phytosociologie sigmatiste et paysagère pour tout ce qui est les aspects typologiques. Alors, pourquoi la phytosociologie intégrée? Parce qu'en fait, au 25 millième, qui est l'échelle retenue, on se rend compte que la majorité des unités qu'on va cartographier sont des complexes de végétation, donc des associations d'associations. Et on a besoin d'un cadre typologique qui permet justement de typifier ces mosaïques. Et la phytosociologie le permet, hein, la phytosociologie intégrée. De plus, si on a des typologies assez claires, on va pouvoir justement délimiter des objets d'à peu près de la même façon. Donc ça, c'est le point central. Donc, de plus, la phytosociologie intégrée permet d'appréhender en fait la végétation à différentes échelles, ce qu'on appelle l'approche multiscalaire, et notamment par rapport aux objectifs de définition des enjeux de conservation, on va pouvoir adapter justement l'échelle de perception aux enjeux qu'on veut répondre. Donc l'idée au 25 millième, c'est de cartographier ce qu'on a appelé les cellules paysagères. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Et ces cellules paysagères, une information complémentaire va être donnée au niveau donc, de la liste des 5 taxons qu'ils hébergent et dans quelle série de végétation elles s'inscrivent. Donc ces cellules paysagères, donc voilà un exemple. Donc on a là un versant classique de moyenne montagne du Massif central, où on a les hautes pentes avec des compartiments écologiques acidiphiles, hein, et donc une chaînée très acidiphile. Voilà. Donc on a les milieux de pente avec des compartiments acidiques clean et une aussi chaînée très acidiclinophiles. Et enfin les bas de versant avec une série sur sol plus épais, frais, à tendance neutre. Voilà. Donc l'idée dans CARAB, c'est d'une part de délimiter ces séries, comme on vient de voir, et après au sein de ces séries, c'est de carter toutes les unités de végétation homogènes sur le plan structural. Donc une double entrée, à la fois écologique, homogénéité écologique et structurale. D'où la définition de cette cellule paysagère qui peut être donc soit un complexe céréal, comme c'est le cas ici, donc c'est ce qu'on avait appelé le sigma facies, ça vous dit peut-être quelque chose, donc qui est l'expression physionomique répétitive d'une série, hein, définie par une combinaison particulière de syntaxons. Donc voilà un exemple d'un complexe de recolonisation, donc sur ce versant, dominé notamment par un prémanteau à Cytisus coparius,
et un ourlet à fougères règles, Pteridium aquilinum. Mais la cellule paysagère, ça peut être aussi un complexe caténal. Donc plusieurs séries, plusieurs potentialités écologiques. Parce que, notamment, pour tout ce qui est zone humide et dalles rocheuses, on a là des potentialités très imbriquées, et au 25 millième, c'est peu possible de l'écarter. Donc, on les réunit. Donc voilà, d'où la notion de géosigma facies, qui est aussi une physionomie dominante d'un complexe de groupement, mais qui s'inscrit dans plusieurs potentialités de végétation, dans plusieurs végétations potentielles. Donc le cadre général, c'est aussi donc le recours à la phytosociologie intégrée. C'est parce que justement, dans toute l'approche céréale, on a donc une approche phytodynamique qui permet de recueillir des informations sur tout ce qui est les végétations potentielles et les trajectoires dynamiques, avec des applications directes pour la gestion. Et c'est aussi relativement utilisé dans toute l'Europe, et il y a beaucoup de travaux sur lesquels on a pu s'appuyer pour mener ça. Donc, les principes retenus pour CARAB, alors c'est au terme de représentation cartographique, donc l'idée c'est ce qu'on appelle l'UVC, l'unité de végétation cartographique, correspond à ces cellules paysagères, donc qui peuvent être de nature céréale ou géocéréale, de petite taille, et les UVC sont qualifiés d'une part par les complexes de groupement dominants, avec un seuil de 75%, c'est ça qui est retenu, et un grain minimal de représentation de 0,5 hectares. Alors, on s'autorise 3 types de représentations cartographiques, donc du polygone classique, du linéaire, dont vous pouvez voir les spécificités, et du ponctuel pour tout ce qui fait moins de 0,5 hectares. C'est une carte pluriparcellaire, donc ce n'est pas une carte 5 millième pour le gestionnaire, c'est une carte où plusieurs parcelles agricoles peuvent être regroupées. Donc là, vous le voyez, à gauche, une carte classique des associations végétales, et à droite, ce que pourrait, ou ce qu'est la carte CARAB. Et il y avait une volonté très forte, on y vient quand même, les zones humides, j'en ai pas beaucoup parlé encore, et il y avait une volonté très forte justement de sortir tous les complexes de végétation humide, et donc, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de recourir à tout ce qui est les modes de représentation linéaire et ponctuelle, parce que souvent, enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà. Et aussi d'individualiser les complexes zérophiles. Donc, dans les principes retenus aussi, on s'est vite dit que la délimitation des UVC, comme on veut des spécifications homogènes, il faut qu'on puisse avoir un outil qui nous délimite automatiquement nos polygones. Voilà. Et donc là, il y a eu tout un gros travail avec plein de structures, notamment l'IGN, le CEREMA, plusieurs universités, dont l'université de Saint-Étienne, pour justement réfléchir à quel outil on pourrait utiliser. Donc, est vite apparue l'idée de disposer de fonds pré-cartographiques qui vont aider le cartographe à délimiter ces unités de végétation, mais surtout qui soient homogènes sur l'ensemble du territoire. Donc par rapport aux 3 échelles typologiques retenues, en fait, il y a un fonds qu'on appelle le fonds écologique qui va permettre de nous donner de l'information sur le niveau des séries de végétation, et il va y avoir un fonds qu'on appelle le fonds physionomique qui va permettre de nous donner des informations justement sur la cellule paysagère. Donc je vais vous expliquer ça vite fait, avec quand même pour principe et pour volonté, c'est de croiser le fonds physionomique avec le fonds écologique, qui va permettre, ce qu'on appelle le fonds intégré, et qui va permettre de d'aider ou de proposer des cartes de végétation extrapolées. Vous voyez, parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas aller partout. Et donc, c'est en fait, d'automatiser un peu la cartographie, et après, par contrôle terrain, de valider sa fiabilité. C'est ça l'idée de CARAB. Donc, alors là, on a un exemple. On délimite sur le fond physionomique une prairie, on délimite en dessous un compartiment écologique qui code pour une série de végétation donnée, on croise les deux, et on a ce qu'on a appelé la cellule paysagère prairiale de la série machin. Voilà. Alors ça permet l'extrapolation, je l'ai dit. Et c'est là-dessus, c'est vraiment un outil
très important parce que c'est là-dessus qu'on va valider toute la pertinence des cartographies. Donc un autre exemple de fonds intégrés. Après, justement, on peut du coup attribuer des unités typologiques de phytosociologie pour chacune de ces cellules paysagères. Voilà, alors la démarche générale, on a des outils, des catalogues, des fonds précartographiques que je vous ai présentés vite fait, des solutions géomatiques nomades, donc ça c'est beaucoup le Muséum aussi qui a travaillé là-dessus, évidemment des formats standards d'échange de données, parce qu'il faut qu'on puisse, voilà, et donc il y a un aller-retour incessant entre des vérifications terrain, des extrapolations, pour justement produire une cartographie finale. Alors, le fonds physionomique, très vite, donc c'est issu, donc c'est produit par l'IGN, ce qui s'appelle la segmentation PIRAM, donc c'est un logiciel automatique qui délimite sur les photos aériennes des contours, et par photo-interprétation, on regroupe ces polygones pour arriver, et on les informe, donc soit par soit par photo-interprétation, soit par télédétection. Donc les milieux ouverts, c'est le CEREMA, et principalement qui fait ça, et tout ce qu'on appelle le fonds forestier, donc tous les milieux forestiers, c'est pris en charge par les photo-interprètes de l'IGN. Voilà. Donc ça, il y a aussi le bâti qui est identifié. Et donc nous, on utilise ces documents-là et on crée un nouveau fonds qu'on appelle le fonds physionomique des catégories de cellules paysagères. En gros, on regroupe toutes les parcelles qui vont ensemble, etc. Aussi, c'est là où c'est à ce stade qu'on utilise les données. Par exemple, si on a déjà des cartes qui existent, etc., on peut utiliser toutes ces données et les intégrer à ce moment-là. Voilà un exemple. Donc on arrive à... Alors bon, ça dépend... Voilà. Donc voilà un exemple de physionomie, de fonds physionomiques des catégories de cellules paysagères. Avec... voilà. Et alors le fonds environnemental, donc, qui est réalisé par ISM. ISM, c'est l'Université de Saint-Étienne. Donc l'objectif, j'ai déjà dit, c'est d'avoir une cartographie automatique des compartiments écologiques, donc des TCLA et des caténas de faible surface, pour pouvoir justement aider à la construction prédictive de cartes des séries et géoséries. Donc une échelle spatiale de 25 millième, et sur la base des paramètres écologiques spatialisés qu'on peut mobiliser. Alors, pour faire ce fonds écologique, on fait des cartes préalables de calibrage. Ça, c'est des cartes faites sur le terrain, des répartitions des séries de végétation. Donc ça, c'est un exemple où, en fait, du coup, on met en évidence les patrons de répartition de ces séries. Et donc, c'est grâce à ces patrons qu'on choisit quels paramètres écologiques on va utiliser pour faire le fonds écologique. Donc là, en l'occurrence, dans les moyennes montagnes, c'est deux paramètres principaux. C'est d'une part la topographie, les formes topographiques, et d'autre part, les étages de végétation et les données climatiques. Voilà. Donc, et on arrive comme ça à produire un fonds des compartiments écologiques. Et après, grâce au patron de répartition qu'on connaît, on attribue à ce fonds écologique des séries de végétation, des unités typologiques. Donc là, on a un premier niveau d'information. Ah oui, les zones humides. Donc la zone humide selon Carap, qu'est-ce que c'est? C'est des complexes de végétation hygrophile. On ne s'est pas trop embêté, on n'a pas fait de trou pour voir s'il y avait des traces d'hydromorphie. C'est qualifié par une approche géocériale tout le temps, parce que c'est toujours des complexes de petite taille qui, au 25e, ne peuvent pas être cartographiés selon une approche sériale. Et ça inclut des tessella aquatiques jusqu'aux tessella mésohygrophiles. Voilà. Alors le mode de production est indépendant. Je vais vous expliquer. Donc on a une première carte, c'est une couche thématique, des zones humides potentielles. Donc c'est l'Université de Saint-Étienne qui réalise ça. Donc là vous avez deux versions. Première version, bon, vous voyez les versions se sont améliorées. Et maintenant on travaille à partir de la version de droite, où on voit que, vous voyez quand même 80, alors on a fait des contrôles terrain bien sûr à chaque fois. Là on est à une version où 80% des zones humides, c'est ce qui apparaît en bleu, sont inclus dans les périmètres des zones humides potentielles. On va, voilà. Donc, après, en fait, toute cette couche thématique zone humide, elle est faite par photo-interprétation et par aussi des calibrages terrain et des validations terrain. Donc, on part de cette couche des zones humides potentielles et on photo-interprète pour justement affiner de plus en plus le contour des zones humides.
Donc voilà un exemple. Ça a été fait sur le parc du PNR, sur le parc naturel régional du Livradois-Forêt. Et donc, voilà à peu près ce qu'on arrive à faire. Alors, les contrôles terrain, on est à 90% à ce stade-là, on est actuellement à 90% de justesse. Hein, aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire, dans un sens, quand on cartographie une zone humide, à 90% c'en est une, et dans l'autre, quand... alors, attendez, là je m'embrouille. Vous voyez, c'est pour dire, soit il y a de la zone humide, soit il y en a pas. Soit on en a loupé, voilà. Et on en loupe que 10%. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. J'ai été clair, là, hein? Pas trop. Voilà aussi un exemple fait sur le parc naturel régional du Pilat, hein, qui est situé dans la Loire, un autre exemple de ces fonds. Alors, ces fonds sont qualifiés, donc d'une part, il y a un zonage de zone humide, mais on les qualifie aussi, hein, de manière phytosociologique. Donc, on leur attribue de la même façon que tout le reste, donc un type physionomique, et on définit une cellule paysagère. Voilà. Alors, il y a quand même quelques cas particuliers que je vais évoquer rapidement. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, Manu, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Donc, c'est le cas des étangs. Comment on l'a traité? Alors, en fait, l'idée, c'était de sortir la masse d'eau de tout ce qui est berge et végétation subaquatique et amphibie. Voilà. Donc, ça, c'était un peu l'idée. Et donc, de proposer, en fait, du coup, deux unités typologiques. Une qui correspond vraiment à la masse d'eau et qui inclut les herbiers aquatiques. Hein. Donc, là, un exemple, c'est le B, là, Nufaro, Luteo, Geosigmetor. Et une autre qui, en gros, inclut tout ce qui est les roselières, la végétation des berges, les mégaphorbiaires ou d'éventuels fourrés. Voilà. Alors, le cas des tourbières aussi, parce que pour les tourbières, en fait, il y a par rapport à nos catégories physionomiques de cellules paysagères, on est souvent dans des cas où plusieurs physionomies sont imbriquées, et donc en fait, on traite typologiquement le haut-marais dans son ensemble. En plus, souvent, c'est vrai qu'on a des tourbières de faible surface. Hein. Donc voici un exemple. Voilà. Alors, aussi, un cas particulier ça en fait beaucoup quand même, hein, des cas particuliers. Un cas particulier qui est tout ce qui est végétation rivulaire. Donc l'idée là, c'est de sortir le limineur et de travailler par terrasse. Hein. Donc en gros, basse terrasse, proposer une unité typologique de nature géocérielle pour les basses terrasses, pour les moyennes terrasses et pour les hautes terrasses. Donc ça, c'est l'idée de base, mais bien sûr, ça doit être... chaque rivière est un peu un cas particulier, et c'est vrai qu'il y a tout le temps besoin de réadapter un peu les typologies en fonction des cas particuliers. Et donc l'idée aussi, c'est de représenter cartographiquement le limineur avec les basses terrasses, sous forme d'un linéaire, souvent. Alors évidemment, chaque cellule paysagère, on attribue les groupements végétaux, donc qu'on voit, mais aussi des groupements extrapolés. Voilà. Alors ça, c'est... voilà, donc il y a effectivement, ça c'est bien évidemment précisé, hein, si c'est de la végétation vue ou extrapolée. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et donc voilà un exemple donc d'un complexe de prairies et justement des trajectoires dynamiques, hein, donc dynamique trophique et dynamique spontanée de recolonisation. Donc voilà. Donc par exemple, donc ben, voilà. Et alors, maintenant, justement, donc il existe en France de nombreux projets de cartographie, hein, des zones humides, dont notamment les départements ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc là, un exemple sur le département de la Loire. Et c'est que va apporter Carab à ces projets-là et comment intégrer ces projets. Donc on trouve ça, comment ça s'appelle déjà, zonehumide.org, on trouve des couches de zones humides potentielles, hein, qui s'apparentent un peu à ce qu'on fait dans le Carab. Mais si on compare, donc j'ai comparé sur des secteurs sur lesquels nous on a travaillé, on a quand même les couches de zones humides potentielles de la couche thématique qui est proposée sont plus précises. Hein, bon alors là c'est un exemple parce qu'on n'est pas loin. Hein, voilà, donc il y a aussi toute la politique des stages et des stages, et donc il y a notamment des typologies qui sont proposées. Voilà. Donc en fait, l'idée à terme, c'est de faire converger la typologie Carab avec la typologie des sages, de faire les correspondances. C'est relativement aisé. J'ai essayé de faire l'exercice, ça ne devrait pas être trop compliqué. Hein. Et
et justement d'utiliser les couches thématiques du fonds de CARAP, ça va permettre justement de prolonger les inventaires départementaux, par exemple, ou des inventaires de sites. Alors, conclusion, ben oui, la phytosociologie paysagère, ça apparaît adapté à la cartographie des zones humides, parce que c'est quasi tout le temps des complexes de végétation, donc des complexes d'association, et avec la réalisation des fonds précartographiques, on a des nouvelles données mobilisables pour les zones humides, et notamment, on va pouvoir aussi réactualiser sur ces bases-là des inventaires qui ont déjà été produits. Alors, évidemment, ça peut avoir aussi des applications pour tout ce qui est connectivité, infrastructure écologique, corridors, etc. Parce que du coup, là, comme on permet des représentations, notamment en linéaire ou alors surfacique, justement, ça va permettre justement de calculer, enfin de voir s'il y a des coupures dans la trame, etc. C'est pas très clair. Mais bon, merci.